Donc, pour les personnes qui sont présentes, qui n'étaient pas là ou qui commencent à suivre les congrès maintenant, les choses vont se dérouler comme ça. Le présentateur a 20 minutes pour présenter pour faire sa présentation, et après on a 10 minutes pour échanger. Alors, Christa, à vous, et merci d'intervenir maintenant. Merci. Je suis très heureuse de partager avec vous le résultat on va dire, d'une petite expérience personnelle à la fois de chercheur et d'enseignante. Et plus particulièrement, je vais vous la véhiculer depuis Montpellier. Donc tout à l'heure, on avait le nord de la France. Et ce matin, on a eu les montagnes. Et là, je vous parle de la mer et d'un lieu assez particulier qui est Béziers et Montpellier. Puisque je vais vous présenter un retour d'expérience dans un site délocalisé qui se trouve à Béziers. Cela a son importance parce que Béziers est une toute petite ville et dépend de Montpellier, qui est donc une plus grande. Et ce travail, on va dire, a été fait dans le cadre on va dire, d'un prototypage ou d'une première réflexion pour donner à l'université qui passera à l'approche par compétences bien plus tard une dynamique de travail et un retour intéressant sur l'utilisation des open badges et de la posture qu'on pourrait avoir dans la mise en place de l'approche par compétences. Donc voilà, donc c'est à deux titres que je vais vous présenter cela, d'une part chercheur et d'autre part enseignante, puisque c'est l'expérience que je vais vous présenter. On va parler de posture apprenante et de posture enseignante. Cela dans un cadre particulier qui est celui de l'approche par compétences. Alors, l'approche par compétences en France, même si elle n'est pas nouvelle au-delà, en France, elle est un peu nouvelle, puisque nous avons et nous devons mettre en place cette approche par compétences. Nous l'avons appris il y a à peu près une dizaine de mois, dans le cadre de formations professionnalisantes qui s'appellent donc des BUT, des formations bachelor universitaires de technologie. Et cela a été mis en place, on va dire, entre janvier et septembre. Donc, dans ces IUT qui forment des jeunes avant à Bac+2, maintenant on forme à Bac+3 et surtout on intègre l'approche par compétences. Donc, ça a été un peu une révolution dans nos instituts. On en a 108 en France et l'idée c'était de voir comment les enseignants s'appropriaient cette approche par compétences pour après la diffuser au niveau universitaire bien plus tard, on va dire dans 3 ou 4 ans. Donc, je reprends ici l'approche par compétences et les cadres théoriques dont je m'inspire. Donc, il est bien clair qu'on tente de dépasser des limites d'une pédagogie par objectif. On arrête de segmenter des savoirs. On donne du sens. On l'a entendu ce matin d'un point de vue de la plénière. Et on essaye à tout prix de respecter le rythme de développement de chacun. Dans ce cadre-là, on va proposer plus particulièrement dans cette approche par compétences, on va dire une mise à disposition de ressources et d'espaces qui vont permettre à l'individu de construire son sens et bien sûr de mettre ensemble des savoirs qui, quelquefois, enfin, en l'occurrence, j'en témoigne dans le cadre du DUT, étaient segmentés. Le cours magistral de 8h à 9h n'avait des fois pas grand-chose à voir avec le cours de 9h à 10h et qui portait sur une autre thématique. Donc, les difficultés des étudiants étaient là et le fait aussi que le nombre de cours magistraux étant très important, les étudiants avaient beaucoup de mal à suivre ces aspects théoriques. Donc là, on est dans une démarche professionnalisante, donc il s'agit de permettre à chacun de développer sa compétence, mais aussi de donner du sens. On s'intègre aussi dans une démarche qui est bien sûr non pas de transmettre, mais plutôt de développer des capacités d'action de la part de l'apprenant, et on va aller vers un savoir-agir complexe, dont on ne connaît pas à l'origine forcément tous les composants, puisqu'on ne connaît pas tous nos étudiants les uns après les autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce savoir-agir complexe qu'on va essayer de mobiliser, et il va être mobilisé à travers une variété de ressources. C'est des informations qui sont soit à l'intérieur de l'individu de chacun de nos étudiants, soit à l'extérieur par rapport à des cours qu'on pourra leur dispenser. Dans le cadre du but, cette approche par compétences se développe on va dire trois modalités pédagogiques. Des ressources dans lesquelles mes collègues se sont très rapidement investis, c'est-à-dire des cours tels qu'ils les proposaient. J'ai eu des collègues qui m'ont dit « moi, ça fait très longtemps que je fais ce cours-là, donc je veux le maintenir ». Donc, c'était la ressource, elle est restée pour certains telle qu'elle.
Des situations d'enseignement et d'apprentissage ou d'évaluation et d'apprentissage où là, c'est des situations professionnelles dans lesquelles on met l'étudiant et il a une temporalité pour résoudre le problème qui lui est posé dans ce cadre professionnel. Et enfin, le portfolio, où là, c'était quelque chose de complètement nouveau dans le cadre du but. Autant quand on a une formation professionnalisante, on a des projets, on fait faire des activités sur une durée donnée aux étudiants en lien avec un monde professionnel. On a des cours, mais autant le dernier point, le portfolio, posait un souci parce que personne ne savait réellement comment l'aborder. Et bien sûr, les documents scientifiques nous apportaient des éléments, mais fallait-il encore savoir comment on allait mettre en place cela? Donc, c'est l'activité que j'ai essayé de mettre en place et que j'ai essayé en amont de théoriser et en aval, bien sûr, d'évaluer. Donc, mon hypothèse est la suivante, que les enseignants ou les apprenants étudiants disposent de postures, vont avoir des attitudes par rapport à une tâche qui va leur être donnée. Alors, la posture de l'enseignant, c'est celui, bien sûr, de mettre à disposition des ressources, et celui de l'apprenant, ça va être de la réaliser. Mais cela, bien sûr, se fait en fonction de représentations et d'obstacles, de difficultés. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction de ce que les acteurs vont percevoir des situations, ils vont, bien sûr, changer et modifier leur posture. Et cela tout au long d'un processus qui s'appelle le scénario pédagogique, mais aussi au sein même d'une même séquence pédagogique. Donc, je fais l'hypothèse que certaines postures vont être mobilisées par l'enseignant, vont avoir des conséquences sur les postures apprenantes. Et pour cela, je vais faire appel à un cadre, puisque en tant que chercheur, j'avais besoin de repères pour me questionner sur ma pratique. Et ce repère-là va être celui de Buchtion et Bottier, qui, inspirés des théories des concepts en actes de Vergniaud, vont proposer l'idée que la posture, c'est un geste professionnel ou d'élèves, enfin en l'occurrence c'était des élèves dans le cadre des travaux qu'ils avaient réalisés, personnellement ça sera plutôt du côté étudiant, mais l'idée c'est qu'il y a un geste que fait l'enseignant et un geste que fait l'étudiant lorsqu'il est en situation, et bien sûr il va y avoir des conséquences de l'un envers l'autre et de l'autre envers l'un. C'est-à-dire que là, même si on a un geste d'étayage préconstruit de la part de l'enseignant qui vise à faire faire, qui vise à faire comprendre et qui vise à faire apprendre, eh bien, les manières langagières et cognitives qui vont être engagées dans à la fois le dispositif qu'on va mettre en place, mais aussi le vocabulaire et la formulation, les énoncés qu'on va disposer, alors ça va avoir des conséquences sur le fait que l'étudiant va s'emparer ou non de la tâche, ou va négocier cette tâche. Donc, ce cadre théorique, il n'est pas nouveau, hein, il a une quinzaine d'années. J'avais participé à la mise en place de ces travaux et il n'était pas forcément dédié ni au portfolio, ni au travail dans le supérieur. Mais il me semblait être un bon cadre de réflexion, de départ, pour moi, enseignante, mettre en place à la fois cette approche par compétences qui était nouvelle et d'autre part la production d'un portfolio. Donc, par rapport au travail qui a été fait antérieurement, les auteurs proposent 6 postures enseignantes. Pardon. Le premier, c'est le contrôle. Là, c'est généralement ce que l'on fait lorsqu'on arrive, on dit « vous avez ça à faire dans une temporalité ». C'est une expression qui se fait à tout le groupe dans du synchrone. Et quelque part, on va répondre à des questions qui sont collectives, la réponse sera collective. On a une posture qui est l'accompagnement. Cette aide, cette intervention, elle est plus ponctuelle et individuelle. Là, l'idée, bien sûr, c'est d'avancer sur la tâche, mais en essayant de prendre en compte ce que fait la personne dans une réalité, et après apporter l'information qui lui convient à lui. Une troisième posture qui est celle de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on laisse expérimenter, peu importe le chemin que prend l'individu, l'étudiant, on le laisse expérimenter et on va dire que quand vraiment les choses sont terminées, on revient éventuellement sur le travail effectué. Mais on le laisse complètement expérimenter tous les chemins qu'il souhaite. Dans une quatrième posture, pour avancer plus vite, l'enseignant fait à la place de l'apprenant. Alors ça, on le voit beaucoup dans des travaux de lycée et de collège pour des plus jeunes où, par exemple, le professeur de mathématiques allume l'ordinateur, met en place le logiciel et fait ouvrir la fenêtre pour que l'élève, bien sûr, réalise plus rapidement l'activité. Une cinquième posture qui est celle de « je formule, moi, enseignant ».
Je structure les savoirs, moi, enseignant. Je rappelle les normes et les obligations. Et je démontre quelquefois ce que je veux que la personne fasse. Je lui donne des exemples, je lui donne des modèles et on espère que l'étudiant, en l'occurrence, suivra ce modèle. Et la dernière posture pour l'enseignant, c'est celle du magicien. C'est celle du jeu, c'est celle des gestes théâtraux, des mises en scène, qui permettent de questionner l'individu sur, peut-être dans un premier temps, son émotionnel, mais aussi après sur peut-être qu'on peut faire les choses autrement. Et dans le cadre de l'approche par compétences, cette dernière posture, contrairement aux années précédentes, a largement été mise en œuvre dans mon expérience. 5 postures apprenantes. Donc, on va dire qu'on a les deux côtés. 5 postures apprenantes qui ont été défendues toujours par les mêmes auteurs. Donc, on a une posture première. Là, l'apprenant, il se met à la tâche. Il ne réfléchit pas. Il a un instinct. Il pense qu'il fait. Dans une deuxième posture ludique, il détourne la tâche. C'est-à-dire que, compte tenu de l'aspect ludique, son interprétation étant personnelle, il va pouvoir, par rapport à ce qui lui est prescrit, on va dire ajuster, proposer, mettre des choses qui sont personnelles dans l'activité en question. Une troisième posture qui est réflexive. Là, on va dire que c'est un pied de nez à la posture première, c'est le fait que la réflexive, eh bien, on va revenir sur ton agir. Tu es allé, tu as fait, eh bien, quelque part, réfléchis maintenant sur pourquoi, comment, et qu'est-ce que tu as compris des finalités des activités et des apports de ton activité. Quatrième point, c'est le refus. Alors ça, dans l'enseignement, on va dire, plus traditionnel que j'assurais, c'était souvent, je regarde mon téléphone, je surfe, je fais Facebook. Donc, quelque part, je refuse un peu de me conforter, enfin de faire l'activité que l'enseignant me propose. Et enfin, celle qu'on voit aussi beaucoup, enfin qu'en l'occurrence j'ai croisé beaucoup, c'est le fait que l'apprenant pose des questions sur, au fait, ce que je dois rendre, c'est bon, c'est ce que vous attendez? Ça rend compte de ce que vous attendez? Et comment ça rend compte ou comment je peux l'améliorer? Mais dites-moi vos critères d'évaluation. Donc là, on est dans un cadre scolaire. Donc, on a les deux postures. On a les postures enseignantes et les postures apprenantes. Et par le langage, par les tâches qu'on va demander, par les techniques qu'on va imposer ou les savoirs qu'on va mettre en jeu, eh bien, il va y avoir une mise en relation de ces corrélations. Donc, plus particulièrement, je vais vous présenter là le cadre assez rapidement pour reposer le contexte. Donc, on a des étudiants qui sont en première année, donc qui sortent d'un cadre assez scolaire et qui arrivent sur des métiers du multimédia et de l'Internet. Et dans ce cadre-là, ils vont créer des sites Internet, faire du cinéma et proposer de l'art graphique 2D et 3D, des affiches, mais aussi des animations, du motion design et des choses en animation assez intéressantes pour les jeux vidéo notamment. On a une tâche que j'ai proposée en 5 étapes qui s'est déroulée sur un temps très restreint, en l'occurrence parce que je n'avais que ces cours-là à ma disposition, donc de septembre, cette fin d'année, septembre-octobre 2021. Et j'ai fait faire à chaque étape, en fait, de la part des étudiants, je leur ai fait remplir un journal de bord en leur demandant de me dire ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, mais ce que j'aurais pu faire. Et d'autre part, ce que j'ai compris ou ce que j'ai voulu. J'ai voulu faire, je n'y suis pas arrivée. Donc, à chacune des étapes que je leur ai proposées, ils me remplissaient. Alors, des fois, ce n'était pas facile forcément pour eux, puisqu'ils arrivent, ils ont 17 ans, donc ce n'est pas facile pour eux de remplir en totalité ce tableau. Mais on va dire que même partiellement, ça m'a donné des éléments de questionnement sur ce que moi, j'imposais ou je posais comme posture et les conséquences que ça avait chez les étudiants. Donc, je vous fais maintenant je vous fais passer les 5 étapes pour que vous voyez à la fois le contexte et les conséquences que ça a eu par rapport au choix des étudiants. Donc, dans la première étape, l'idée, c'était de faire découvrir les objectifs du portfolio. Donc, j'aurais pu les mettre dans une salle donnée et j'aurais pu leur parler du portfolio. Eh bien, non. J'ai mis une affiche dans le couloir qui leur disait « Est-ce que tu veux devenir le héros de la prophétie de la contrée des buts ?»
Donc, pour cela, je te propose de composer ou de recomposer l'énigme. Et les éléments d'énigme, ils sont dans l'enveloppe. En l'occurrence, ils étaient dans un couloir. Et à partir de là, les étudiants ont produit. Ils ont produit quoi? Alors, pour certains, je vous en ai mis un exemple, mais il y en a plein d'autres. C'était un poster avec les morceaux que j'avais mis dans l'enveloppe. Pour d'autres, ils ont fait des dessins sur des feuilles blanches et ils me les ont donnés. Et pour d'autres encore, ça a été, ils ont mis par terre des morceaux et ils ont rajouté des choses qu'ils avaient vues dans le cadre des cours, puisque je n'étais pas la seule à faire cours en parallèle. Et ils ont rajouté des éléments qu'ils avaient vus en se disant, moi, portfolio, ça me fait penser à l'autre cours que j'ai eu l'année dernière ou des choses que j'ai eues cette année dans le cadre de, donc pas du mien, mais d'autres cours. Donc pour moi, c'était une posture de magicien. Puisque je n'ai rien transféré, tout ce que je demande, c'est est-ce que tu veux devenir le héros de la prophétie? Et dans ce cadre-là, je te fournis des supports. Et à toi, quelque part, de me construire cette énigme. Donc, j'ai eu cette posture de magicien. Et en conséquence, j'ai eu cet aspect ludique de la part des étudiants. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans tous les sens. J'ai eu des productions très intéressantes, mais du coup, elles étaient, pour certaines, j'ai eu plein de choses sur le but dont je ne m'attendais pas, enfin, qui n'étaient pas forcément liées au portfolio, mais j'ai laissé. Pour la deuxième étape, là, l'idée, c'était de faire positionner le portfolio dans un diplôme, en l'occurrence le but. Donc, je leur ai demandé de me créer un poster qui positionne le portfolio dans une diplomation complète. Donc là aussi, j'aurais pu faire ça dans un amphi et parler pendant 1 heure. Eh bien, je leur ai laissé des panneaux ici. Et j'ai laissé construire. Donc, j'ai eu une lâcher prise. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et j'ai eu quand même une posture première parce que très rapidement, certains ont pris, vous le voyez dans l'exemple, ils ont pris de la feutrine, ils ont pris de la laine, ils ont pris des cailloux, ils ont pris plein de choses qui à l'origine n'étaient pas forcément dans l'objectif que je demandais, mais peu importe, ils ont produit. Donc j'ai eu une posture première et se sont lancés dans la production. Dans l'étape 3, je suis revenue en leur disant, Maignan, tu vas créer des badges en fonction des compétences que tu as développées dans les activités que tu as menées jusque-là. Donc, très rapidement, voilà, moi, j'ai imposé le cadre, c'est les compétences qui sont inscrites au but, mais je leur ai laissé le côté magicien, c'était leur laisser la capacité de créer leur badge comme ils le voulaient. Donc là, vous en avez quelques exemples, mais en fait, j'ai eu des badges avec des Pokémon, avec plein d'objets auxquels je n'étais pas forcément sensibilisée. Mais c'était le côté magicien. Ils avaient une certaine liberté. Par contre, le contrôle que j'émettais moi, c'est le fait que on reprenait quand même le cadre du but et les 5 compétences dans lesquelles le travail s'investissait. Donc là aussi, j'ai eu une posture très ludique, dans le sens où les étudiants sont partis dans tous les sens. Il y en a qui m'ont fait des badges, mais d'autres des personnages qui évoluaient. Hein, les Pokémon, ils évoluent. Et aussi, j'ai eu une posture un peu scolaire, l'air de dire mais madame, c'est bon si j'en fais un ou faut-il que j'en fasse d'autres? 4e étape, je leur ai demandé de formuler leurs preuves en leur disant, voilà, maintenant que tu as associé ici une compétence à quelque chose que tu as fait, eh bien, tu me fournis la preuve que tu l'associes ou comment est-ce que l'exposé, par exemple, marketing, pourquoi il est associé à concevoir et ce même exposé, il est associé à comprendre. Donc là, j'ai demandé aux étudiants de formuler une preuve et j'ai eu une posture d'accompagnement où là, c'est eux qui proposaient et généralement, ils venaient me voir parce qu'ils écrivaient des choses relativement longues et ils me demandaient à moi qu'est-ce que j'en pensais. Donc, on avait une posture réflexive et je leur faisais réfléchir sur pourquoi tu écris ça, comment tu l'écris et quelque part, est-ce que tu ne pourrais pas écrire d'autres choses? Mais c'était eux qui le proposaient, ce n'était pas moi. Étape 5, dans le cadre toujours de ce portfolio, je leur ai demandé pour différentes composantes d'écrire plusieurs production. C'est-à-dire que là, il s'agissait non seulement de dire là une seule preuve, mais petit à petit d'arriver pour une même composante à plusieurs preuves. Donc là aussi, j'avais une posture d'accompagnement et en conséquence, ils avaient une posture réflexive puisqu'ils réfléchissaient au pourquoi ils avaient mis ça dans le premier titre et pourquoi cette information n'était pas identique à la deuxième activité. Au niveau des résultats, il est clair que par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup mis en avant la posture du magicien.
l'accompagnement, et de manière un peu plus secondaire, le lâcher-prise et le contrôle. Alors, la posture du magicien, c'était l'idée qu'il fallait rentrer dans l'approche par compétence. Et ça, c'était important pour moi. C'était que toutes les activités que j'ai pu proposer se sont passées dans le couloir. Elles se sont passées dans des learning labs, mais elles ne se sont pas passées en cours. J'ai eu, on va dire, pas envie de mettre en place des postures qui sont le contre-étayage et l'enseignement. Je n'ai jamais rappelé les règles. Les règles, en fait, je souhaitais qu'ils les formulent eux-mêmes et qu'ils reviennent vers moi. Et pareil, je n'ai réalisé aucune production, par exemple, notamment des badges. Je n'ai jamais réalisé, je ne leur ai pas montré l'application. Ils se sont débrouillés par des tutoriels. Donc, ces deux postures, si elles étaient absentes, c'était une des raisons, c'était que c'était mon choix à l'origine. Du côté apprenant, eh bien, on voit apparaître la plupart des postures du modèle, avec plus particulièrement le ludique, que les étudiants ont beaucoup apprécié. Et on va dire un peu moins, ils ont apprécié, c'est le côté accompagnement. Alors, on aurait pu dire que c'était bien parce que l'accompagnement, ça accompagne des individus, mais en fait, ils se sont trouvés en difficulté. Et une posture qui était absente, c'est le refus. Quelles que soient les activités que j'ai pu proposer, je n'ai pas eu, comme j'avais pu l'avoir dans d'autres cadres, de téléphone, d'ordinateur. Et ça, c'était intéressant pour moi parce que ça changeait par rapport à avant. Donc, si je fais en conclusion simplement un retour, je dirais que pour les postures apprenantes, j'ai surtout eu une posture de ludique et une posture première. Mais dans les deux cas, pour moi, la difficulté, ça a été d'évaluer. C'est-à-dire que la liberté était tellement grande que je n'avais pas anticipé du tout les critères d'évaluation. Et quand je me suis retrouvée face à une obligation institutionnelle d'évaluer, eh bien, je me suis retrouvée un peu en difficulté. Je ne voulais pas détruire par les cadres que j'imposais un mode de fonctionnement. Donc, j'ai laissé les postures premières où les étudiants sont partis dans la production réelle et concrète, eh bien, au détriment peut-être de critères d'évaluation. Et d'un point de vue de la posture enseignante, eh bien, le magicien a été premier. Ça, c'est clair. Là aussi, c'était un choix de ma part. Mais on peut se poser la question, jusqu'à quand? Parce que, là encore, comment évaluer ma posture? Est-ce que j'avais une bonne posture de magicien et dans quelle mesure il ne fallait pas stopper au bout d'1h30 cette action-là? Et l'activité liée aux enseignements, en fait, je ne l'ai pas faite. Ce dont j'aurais besoin, c'est qu'en fait, à partir des activités liées aux magiciens, j'avais une capacité de méta-réflexion sur toutes les productions que j'avais vues dans la journée. Et ça, je ne l'avais pas. Donc, j'étais incapable de la mettre en place, cette posture-là. Enfin, pour conclure, je dirais que il y a eu beaucoup de manques à cette étude. Il fallait bien que j'ai un cadre, donc je l'ai pris. Mais la posture a posé de nombreux problèmes parce que je n'ai pas eu de retour entre les séances. Il y avait entre les séances beaucoup de choses qui se passaient et malheureusement, je n'avais pas accès à tout ce que les étudiants faisaient en dehors des séances de travail. Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie de partir de la magicienne pour faire un portfolio à quelqu'un? Je dirais oui, par défaut. Là, maintenant, l'ayant vécu, j'ai beaucoup d'interrogations. Et dernier point, faut-il intégrer toutes les postures du modèle et celles des apprenants? J'ai fait le choix de ne pas toutes les intégrer. On va dire que le choix a été plus ou moins forcé puisque c'était plutôt de l'intuition. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il faut peut-être mettre en place de l'enseignement, mais je ne sais pas le faire. Dans la multitude des postures que j'ai pu mettre en place, à quel moment est-ce que je peux reprendre la main et disposer, par exemple, mettre en place une posture d'enseignement? Ça, j'ai beaucoup de questions et peut-être que parmi vous, il y aura des retours qui me permettront d'avoir des réponses. Je vous remercie. Très bien, merci Christa.